Salut à tous, bienvenue pour un petit top 15 perso qu'il me plaît appeler le top 15 de la flemme. Parce que ça va être un peu un thème de cette fin d'année, je pense que je vais pas trop m'emmerder pour les vidéos. Bon, pour quelques vidéos, ce sera le travail fourni habituel, mais ouais, je vais moins bosser que durant le reste de l'année, quoi, pour profiter un petit peu de cette fin d'année. Mais ça ne va pas m'empêcher de sortir quelques vidéos ci et là, dont ce top 15, qui va revenir sur les nombreuses séries que j'ai traitées en réac. Croyez ou non, depuis que ça a commencé il y a 6 ans de ça, je crois. C'est difficile d'avoir tout en tête. Et B, on a traité 15 séries. Techniquement 14, 14 et demi, ça dépend comment vous l'interprétez, mais ouais, je vais arrondir ça à 15, vous comprendrez de quoi je parle dans pas longtemps. Mais ouais, on a traité 15 séries en réac, qui est un nombre que je ne m'attendais pas à atteindre, je vous cache pas. Quand j'ai lancé ça avec Once Upon a Time, je pensais que ce serait juste une série comme ça et peut-être rapidement une ou deux autres. Je m'attendais pas à ce que ce soit un exercice récurrent de la chaîne. Mais c'en est devenu un. Ça a plus ou moins plu. Bon, c'est pas les vidéos qui ont rapporté le plus de vues. C'est un peu normal, c'est pas les plus travaillées. Et pour rendre hommage à ça, je vais leur donner le top 15 perso le moins travaillé de la chaîne. Comme ça va dans la thématique. Je déconne, peut-être qu'il y aura un peu moins travaillé que ça, j'en sais rien, mais je vais vraiment faire simple. Je ne le cache pas, je vais faire simple. Donc, 15 séries. Je ne compte pas évidemment les séries de films que j'ai traitées de temps en temps, comme les films Le Petit Dinosaure ou Winnie l'Ourson, ça ne fait pas partie du lot évidemment. Je ne compte pas Détective Pikachu, puisque c'est un jeu vidéo. Même si je vous conseille sincèrement d'aller regarder ces réacs-là parce que j'estime avoir fait pas mal d'efforts pour les faire passer. Mais voilà, on va parler des 15 séries qui ont été lancées depuis le début et on va commencer direct par mon numéro 15. Ouais, je sais que je mets des gens à dos avec ça, mais je suis vraiment énervé par cette série. C'est vraiment symptomatique de pas mal de séries que j'ai traitées, malheureusement, de la bonne ambition avec une exécution et un désir de faire de la blague dans ta gueule vraiment moisie qui gâche vraiment l'idée. Et je trouve que Amphibia, c'est le pire cas. Il y a de la concurrence, on en parlera dans la suite, puisque bon, faut vous douter bien que c'est ces séries-là qui ont le moins marché pour moi. Mais voilà, Amphibia, en dépit d'avoir de bonnes idées, quelques bons concepts et de temps en temps des pics d'action et d'émotion qui passent bien, il passe les 2 tiers de son temps, et j'estime donner un nombre relativement large là-dessus, à faire du gag dans ta gueule, à rendre les personnages principaux débiles et ou antipathiques, au détriment du bon scénario que vous essayez un petit peu d'instaurer. Et ouais, ça va pas du tout, hein. Pour moi, c'est ultra irritant. Parce que l'ambition, le concept, il est là, et je peux comprendre qu'on puisse apprécier autour de ça, mais voilà quoi, une fois de plus, entre l'idée et l'exécution, il y a une différence importante à noter. Et la différence, elle est vraiment, vraiment forte là, en ce qui me concerne. Même si c'est pas le seul cas, mais pour moi, c'est vraiment celui qui est le plus particulièrement notable. C'est pour ça que c'est la seule série qui n'aura pas la moyenne du lot. Mais il va y en avoir d'autres dont je vais parler tout de suite, en commençant donc par le numéro 14. Oui, je déchaîne la force de l'eau et de l'air. Cette série est chiante la plupart du temps. Je veux dire, allez, c'est pas tout à fait les 2 tiers du temps, je dirais une grosse moitié du temps, on a vraiment affaire à des héroïnes stupides et antipathiques, une fois de plus, qui prennent des décisions incroyablement débiles et irritantes, juste surtout pour le besoin de l'humour. Il y a pas mal de pertes de temps, pas mal de moments où on se dit que ça aurait dû être mieux géré si on avait eu des protagonistes qui utilisaient un petit peu leur cervelle, ou leur empathie, j'ai envie de dire. Et au début de la saison 2, je me suis dit, ah, ça repart sous de meilleurs auspices. Ça donne l'impression que ça va être un peu plus réfléchi, que ça va être un peu mieux. Et si dans l'absolu, j'estime que la saison 2 est un peu meilleure que la saison 1, ça finit par retomber. Nos héroïnes deviennent
pas tout à fait aussi stupide et antipathique que dans la saison 1, mais elles le redeviennent un petit peu, et il y a toujours de la perte de temps, des moments qui sont un petit peu gâchés, et des développements qui sont pas satisfaisants. Pas satisfaisant dès lors qu'on prend le temps de réfléchir à ce qu'on vous raconte. Et d'après pas mal de commentaires de gens qui connaissent Witch, la BD originelle, eh ben c'est une adaptation très très libre qui ne respecte que très peu ce qu'avait voulu raconter l'histoire de base. Donc c'est même pas un truc à appuyer à Witch original. Donc il faudra peut-être un de ces quatre que j'essaye de voir au moins le premier tome pour me faire une idée, mais ouais, cette série en elle-même, elle est plate. Le positif rattrape de justesse le négatif, ce qui fait que, voilà, c'est pile poil dans la moyenne, mais pas plus pour moi. Numéro 13. Pas tout à fait au même niveau de considération pour moi que le peloton de queue, si j'ose dire, puisque dans ses ambitions, dans son approche, les légendaires, la série est sans aucun doute la plus faible du lot. Vraiment, ça n'essaye pas de viser juste, ça essaye clairement de faire du divertissement pour gamins pas réfléchi, et ça se donne très peu d'ambition pour aller au-delà de ça. Et ouais, c'est un petit peu ennuyeux, mais au moins, très vite, ça balance la couleur, j'ai envie de dire. Voilà, c'est des fois irritant, des fois c'est très bête. Et quand ça marche, c'est pas ultra fort non plus parce que ça se donne pas vraiment les ambitions de chercher très haut. Mais à aucun moment, ça me donne des attentes fortes que ça vient casser. Ça ne mérite pas au point d'être frustré de voir qu'on fout en l'air un bon concept. On fout techniquement en l'air un bon concept puisque c'est une adaptation en dessin animé d'une BD bien connue qui avait beaucoup plus d'ambition et des histoires plus recherchées, c'est sûr. Mais une fois qu'on sort du prisme adaptation et qu'on voit juste ça comme des petites aventures des légendaires dans un cadre plus bon enfant que la BD, et B, c'est inoffensif. Et c'est très con par moment, mais c'est inoffensif. Mais c'est pas plus que ça, quoi. Ça reste plat et clairement pas très inspiré. Donc je comprendrais aisément les gens qui, en faisant cette liste, en ayant suivi les mêmes séries que moi, c'est quand même assez dingue, chapeau bas, pour avoir tout fait comme moi, qui dirait que c'est cette série-là qui devrait être la pire du lot des 15 que je cite. Mais voilà, il n'y a pas ce côté frustration énorme et irritation qui va de pair avec dans cette série. C'est pour ça que je suis un petit peu plus coulant avec. Même si ça vole vraiment pas haut. Numéro 12. Alors, comme je l'ai dit pour ce peloton de queue, en dehors des légendaires, ça va vraiment être un pattern de fortes ambitions très intéressantes qui de temps en temps sont taclées de façon un peu touchante, un peu impactante, mais globalement gâchées par un ton humoristique dans ta gueule qui est saoulant. Vraiment saoulant. Je vais me répéter à fond, mais c'est ça le truc. Et il y a beaucoup d'épisodes qui m'irritent, qui foutent en l'air la tension du moment, parce que voilà, il y a des moments où c'est censé être la guerre, il y a des urgences, des pressions, mais on trouve tout de même le moyen de faire les cons durant ces périodes-là, ce que je trouve ultra insultant. Je le dis clairement, ultra insultant. C'est largement pire dans Amphibia en ce qui me concerne, mais ça l'est quand même pas mal dans She-Ra aussi, hein. C'est pas mal dans She-Ra. Et ouais, c'est frustrant. En plus de ça, il y a le traitement de Catra sur lequel je me suis pas mal penché, qui est super, je trouve, durant les premières saisons, mais qui devient vraiment énervant à la fin pour moi, parce que ça essaye de justifier des trucs qui devraient pas être justifiés aussi facilement en ce qui me concerne. Donc ça, c'est un poids malus assez fort. C'est pour ça que, ouais, j'aime à peine cette série. Je trouve que les points forts, l'action qui vaut le coup, l'univers concret qui est quand même pas rien, suffisent à rattraper suffisamment de peu les grossièretés irritantes, mais pas de beaucoup. Ce qui lui donne cette place-là de mon point de vue.
numéro 11. J'ai atteint la terre, je viens d'une autre dimension. Ouais, je m'attendais pas à le placer si haut dans l'absolu, mais vraiment la saison 4 rattrape pas mal de choses. Si c'était vraiment au même niveau de niaiserie et d'irritation, de frustration très typique que j'ai déjà décrit avant que les trois premières saisons, je dirais que c'est même un tout petit peu moins bon que She-Ra. Mais la saison 4 rattrape pas mal les choses. Il y a toujours les problèmes de la saison 4. Il y a toujours des épisodes qui posent problème dans la saison 4. Mais ça file quelque chose d'intéressant. Et même si ça va trop vite par moment, parce que je trouve sincèrement que ça aurait gagné en poids de développer mieux certaines choses, la saison 4 est pour moi facilement la plus réussie, la plus carrée dans le récit, celle qui aide le plus le récit du lot. Et donc ça fait partir sur une meilleure impression, je dois avouer. La dernière impression est bien. Ça ne compense pas tous les problèmes qu'il y a dans les saisons 1 à 3. Les gestions expédiées de pas mal de choses et le comportement puéril, gaguesque, foireux de nos personnages centraux qui est ultra irritant à de nombreux moments. Mais voilà, je répète les mêmes critiques, comme j'ai dit, ça va être un gros lot où ça va être les mêmes problématiques. C'est pour ça que je vous cache pas que c'est devenu assez irritant sur la longue, ce problème-là. Et bon, on n'a pas tout à fait terminé avec ça, puisque numéro 10... Et voilà l'explication des 14 qui deviennent 15, parce que j'ai scindé une série en deux, qui de base n'était pas vraiment une série à part entière, vu que Les Mystérieuses Cités d'Or, c'était une série des années 80, qui a eu un revival dans les années 2010, avec une suite qui a été pensée autour de la première saison. Et la première saison, on en parlera plus tard, mais cette suite, composée des saisons 2 à 4, est clairement un bon gros cran en dessous, hein, puisque elle ne sait pas rendre suffisamment justice au sérieux que savait se donner la première série, et elle tombe un peu trop facilement dans les grossièretés, qu'elle a essayé un peu de corriger au fur et à mesure, mais il y a énormément de grossièreté de mise en scène, et le comportement de nos personnages principaux, surtout les deux garçons, surtout Tao, qui est devenu assez irritant, a pas mal dégradé l'aspect sérieux de l'aventure. Parce qu'il y a une différence entre être léger et être gaguesque, irritant. Et on tombe malheureusement trop souvent dans le gaguesque irritant. Et ça casse l'épopée qu'on veut raconter, qui a quand même des enjeux assez forts, et qu'on essaye même de topper en créant un grand méchant principal sur 3 saisons, ce qui est super cool, j'apprécie beaucoup l'idée. Il n'est pas superbement réussi malheureusement, hein, il est un peu trop rabaissé dans l'écriture, qui force pas mal de choses. Il y a des idées intéressantes, et je trouve que si je fais vraiment la moyenne globale, les bonnes idées, les bonnes scènes, les bons développements qui sont présents, qui sont pas anodins, arrivent à compenser acceptablement la chose. Mais c'est ça, juste acceptablement. Et même si, contrairement à certains, je ne mets pas la première saison sur un piédestal, car elle a des problèmes notables malgré tout, j'estime que c'est un tout petit peu insultant de partir sur cette différence de ton, alors qu'on essaye clairement d'être un suivi direct d'une histoire déjà faite. C'est vraiment dommage et ça aide pas à rendre le tout très fluide. C'est pour ça que ça fait 2 séries distinctes pour moi qui doivent être distinguées. Numéro 9. La toute première, celle qui a lancé le concept sur cette chaîne, et je pense que c'est la plus longue en fait. Cette saison de plus de 20 épisodes de 40 minutes, ouais, c'est celle qui m'a le plus accaparé au bout du compte, hein. J'ai jamais dépassé ça après coup. Mais ouais, j'ai des souvenirs assez forts des premières saisons, qui ne sont pas parfaites, loin de là, hein. Les premières saisons sont bien, sans être extraordinaires. Mais à partir de la saison 5 et même un peu la saison 4, mais vraiment à partir de la saison 5,
ça passe plus, hein. Ça commence à devenir beaucoup trop gros. On invente beaucoup de ta gueule, c'est magique, de trucs qui sortent de nulle part, de résolutions, de développement qui sont ridicules et qui reposent sur l'idiotie des personnages et les acteurs qui font de leur mieux pour faire passer ça, mais ça devient de plus en plus difficile, hein. Rumpelstiltskin, qui avait une classe énorme, a fini par perdre un tout petit peu en classe, pas à cause de l'acteur, mais à cause de l'écriture autour de lui. Que voulez-vous? On doit garder les mêmes personnages et inventer de plus en plus de nouveaux drames qui étaient clairement pas prévus à l'avance, qui sont amenés n'importe comment pour certains. Ça gâche pas mal de trucs, hein. Pas mal de trucs. Et ouais, les saisons 5 à 7, fou, c'était pas affreux en soi, mais ça a pas mal plombé le départ qui avait plus de force. Et contrairement aux mystérieuses idées d'or, je vais pas faire de distinction parce que c'est vraiment les mêmes créateurs, il n'y a pas eu de pause de 30 ans entre les deux, qu'on soit bien d'accord. Là, je fais bien la moyenne comme il faut. Je pourrais peut-être même compter la série Once Upon a Time in Wonderland, qui est un petit peu spin-off à part. Mais bon, je trouve que trop peu de personnes ont vu ça, et c'était vraiment un petit bonus en plus de cette série, quoi. Donc, ça va à peu près dans la moyenne de qualité, j'ai envie de dire. Cette série est un petit peu trop frustrante sur sa fin, même si ça aurait pu être pire, mais ouais, je garde quand même un bon souvenir des premières saisons qui sont bien. Pas énormes, mais bien. Numéro 8. Moi, je connais le secret de Nadia. Vous pensiez qu'on avait quitté cette catégorie? Non, on y est encore, hein? Il y a toujours ce côté de très bonnes idées, mais gâché par à côté des tonnes de conneries très mal pensées. Et ouais, j'ai envie de dire que dans un sens, jusqu'au numéro 6, c'est un peu ça avec les exceptions des légendaires et de Once Upon a Time. Voilà, Once Upon a Time, c'est pas tellement les conneries gaguesques qui aident pas le récit, qui gâchent la chose, c'est juste les trucs mal écrits, les ta gueule, c'est magique. Là, ça reste dans le même domaine, quoi. Nadia, le secret de l'eau bleue, très bon concept, des arcs très forts pour certains, des moments vraiment touchants autour des personnages, et de temps en temps, des grosses pauses bien dégueulasses, où Nadia en particulier, mais on va dire un peu tout le monde, devient débile pour le gag abusé, et c'est lourd, et c'est chiant, et ça m'a gavé au fur et à mesure des séries que je traitais de tomber toujours sur la même considération en fait, hein. Je vous assure, en rétrospective, c'était gavant ça. Mais malgré tout, j'estime que ce coup-ci, le positif était quand même en majorité plus présent et au bout du compte, c'est plus ressenti. C'est ça qui aura le plus marqué, même si on sent la frustration, la déception de voir qu'une partie de la série, qui aurait pu être sautée au passage, mais qui malheureusement fait partie de l'histoire, a pas mal rabaissé, plombé la chose par son ton mal fichu, et on sent par besoin de rallonger quelque chose qui n'avait pas besoin d'être rallongé, quoi. Il fallait moins d'épisodes, beaucoup plus résumer certains points, et faire du meilleur travail, et ça aurait pu être une vraiment bonne série. Telle qu'elle, elle est pas mal du tout. Vraiment, je garde le positif, qui est loin d'être mauvais, pas mal de personnages qui valent le coup, mais elle a trop de défauts pour être qualifiée de super. D'être d'une des plus grandes séries d'animation japonaises existantes, parce que on en est un petit peu loin à cause de ces trop nombreux pseudo-fillers bien chiants. Comme quoi, c'est une mode dans l'animation japonaise qui existe depuis belle lurette, ça. Numéro 7. Les gemmes de cristal, on sauve le monde entier. D'un côté, je suis prêt à dire que c'est celle qui m'a le plus touché émotionnellement de toute cette liste. Vraiment, parce qu'il y a des moments qui sont vraiment forts, quoi, vraiment puissants en termes d'émotion, en termes de développement de personnages, à un niveau dont je me souviendrai toujours et qui fait que ça valait vraiment le coup. De l'autre, c'est peut-être à cause de ça que c'est peut-être le plus frustrant d'avoir autant de fillers, parce que c'est du filler total, qui ruine le rythme et le ton à tellement de moments. Les moments où nos personnages ont des péripéties sans intérêt et grotesques, où ils se comportent stupidement, où on gère mal leur pouvoir que vous mettez en place sans trop y réfléchir pour arranger vos délires d'un moment, c'est
C'est lourd de tomber sur ces épisodes-là. Et ils sont loin d'être anodins. Ça représente facilement un tiers, je dirais, de la série. Un tiers de la série aurait mérité à être mieux travaillé. Facilement. Et à côté, il y a des éléments qui sont super et qui manquent de développement. Parce qu'on préfère passer du temps sur des conneries. Et c'est particulièrement irritant ça aussi. Même si le peu de temps qu'on passe sur ces éléments forts suffit à ce que ça marche. Mais ça aurait pu marcher tellement plus, j'ai envie de dire. Et ouais, c'est peut-être le plus frustrant à cet égard-là. Parce que vraiment, lorsqu'on tape juste, on tape tellement juste dans cette série. Mais vraiment, il y a des épisodes qui font partie des moments les plus émouvants, les plus tristes, qui m'ont tiré la larme, que j'ai jamais vu dans des séries, dans des œuvres fictives. Et c'est vraiment pas rien. Ça vaut beaucoup, ça. Ça vaut énormément. Et c'est vraiment dommage que tout le reste n'ait pas suivi. Qu'on n'ait pas su se cadrer, se focaliser sur ce qu'on réussissait vraiment bien. Parce que ce qui est bien réussi dans Steven Universe vaut de l'or. Alors qu'à côté, il y a beaucoup de trucs qui valent de la merde. C'est un peu dommage, hein, un peu dommage. Numéro 6. Je pense qu'on a fini la longue liste des séries frustrantes par leur mélange de tons. Déjà, c'est bien. Et on va parler donc de Black Sails. Je crois la réac la moins regardée parce que c'est la série la moins connue du lot. Et c'est pas une série d'animation en plus, donc non. Et dans un sens, c'est un peu dommage parce qu'elle est globalement plutôt solide. Et il y a des moments qui sont un peu grossiers dans les développements. Peut-être des éléments qui auraient mérité être mieux amenés dans l'absolu. Je pense pas qu'on soit exactement à un niveau de qualité stable, parce qu'il y a des moments où ça tombe un petit peu, mais je trouve quand même qu'on reste globalement dans un niveau constant de recherche et d'effort. Et ça se ressent. Et je pense que ça aurait valu à cette série d'être mieux classée s'il n'y avait pas le problème un peu intrinsèque au principe de faire un préquel à l'île au trésor, c'est le fait qu'on ne ressent pas du tout le lien avec l'île au trésor à la fin. Il y a beaucoup de trucs qui sont laissés en suspens sans qu'on mette en place de façon un tant soit peu satisfaisante comment ça amènera à la situation dans l'île au trésor. Et c'est particulièrement irritant cette partie-là, je ne vous cache pas. Parce que, à la limite, je trouve que ça aurait pu être sauvé si on avait raconté l'île au trésor avec ces mêmes personnages après, en jouant un peu sur les différences qu'on a créées avec l'approche des différents pirates qui existaient, etc. Mais on fait pas ça, et donc ça laisse une grosse impression, un gros arrière-goût de pas fini, d'un manque de quelque chose réel. Et ça baisse un petit peu mon appréciation de cette série qui globalement vaut le coup. Vraiment, hein, c'est Once Upon a Time dans l'absolu sans les saisons 4 à 7. C'est-à-dire globalement du bon niveau solide. Et si vous êtes totalement détaché de l'île au trésor, je pense que ce qui me gêne sur la fin ne vous gênera pas vous. Hein, enfin, vous pouvez vous faire une idée vous-même si vous avez envie de découvrir ça. Numéro 5. Là voilà, la saison originale de Mystérieuse Cité d'Or, qui est pas parfaite pour moi. Il y a des moments qui sont plus faibles que d'autres, on sent une différence d'arc, et j'avoue que le dernier arc autour des Olmecs aurait pu être, je sais pas, mieux amené, un tout petit peu moins abusé dans le conflit que vous créez tout d'un coup. Cette partie-là me pose toujours problème. J'estime que c'est vraiment une série qui a su bien se poser et raconter quelque chose d'impactant. En découvrant ces trois héros enfants et leur lien avec Mendoza dont j'apprécie beaucoup la mentalité un peu particulière. C'est pas juste l'adulte qui les suit et les protège parce qu'il est compatissant et c'est tout. Non, il a des arrière-pensées assez claires et c'est quelqu'un d'assez gris moralement. Mais il y a cette petite évolution du personnage par rapport à ces moments où il côtoie nos héros et le fait qu'au bout du compte, il représente quelque chose pour lui. Et je trouve que c'est bien représenté
Ça, c'est un des rares trucs plutôt bien représentés dans la suite des saisons 2 à 4. Mais voilà, il y a quelque chose de très intéressant dans cette épopée, cette découverte, qui est traitée avec plus de justesse et de sérieux que dans la saison 2 à 4, et qui laisse un impact, quelque chose. Il y a un cachet dans cette série qui est indéniable et qui fait qu'elle marque. Je trouve que ça aurait pu être plus solide narrativement à quelques moments, parce qu'il y a des moments qui sont un petit peu gênants, mais globalement, c'est une série qui vaut largement le coup. Largement plus que Nadia dans l'absolu, qui a su beaucoup moins partir sur des délires gênants. Malheureusement, les saisons 2 à 4 sont beaucoup plus plongées dedans. Mais bon, hein, on va pas non plus tirer sur l'ambulance à ce niveau-là. Numéro 4. Je vous avoue que j'ai grandement hésité entre celui-là et le numéro 3. Parce que ça se vaut à peu près, même si pour des raisons totalement différentes. Hein, vous verrez pour le numéro 3. Et donc, Castlevania est une série qui déchire en termes d'action. L'action la plus énorme que j'ai jamais vue dans une série tout court. Je veux dire, même Game of Thrones, ça a quelque chose d'énorme avec son super budget, ses scènes de combat dantesques avec des, je sais pas combien de figurants et des effets spéciaux énormes. Mais il y a quelque chose de vraiment puissant dans les chorégraphies, ce jeu avec les armes, les mouvements qu'on crée, c'est juste énormissime, quoi. En termes d'action, cette série déchire sa mère. Et à côté de ça, eh ben, on a une histoire qui va bien sans plus. Il y a quelques petits moments un peu discutables, un peu grossiers, mais globalement, bah, c'est du combat qu'on amène en fait, avec des personnages qui ont assez de personnalité pour la plupart d'entre eux pour qu'ils soient marquants. Mais ouais, il n'y a pas de grande profondeur dans la plupart des développements scénaristiques, à part peut-être par rapport à la mentalité de Dracula et son lien avec Alucard au tout début, mais une fois que c'est passé, ça, il n'y a rien d'ultra folichon dans les développements scénaristiques, qui fait que voilà, ça se suit sans être particulièrement marquant, le scénario. Et c'est ça qui l'a mis un tout petit peu en dessous du numéro 3. Et ouais, la plus fraîchement critiquée, elle finit numéro 3. C'est clairement des séries de traité en réac la plus satisfaisante. C'est pas la plus grande série animée Disney que j'ai jamais vue, mais elle est pas loin, elle est pas loin. Je dirais que dans le total de ce que j'ai vu, elle doit être dans le top 5, voire top 3, mais top 5 au moins. Et elle est très réussie, surtout sur sa saison 2, qui sait vraiment jouer sur la situation et le fait que nos personnages, contrairement à Amphibia, savent comprendre les priorités. C'est dingue, mais ouais, c'est un truc que des tonnes de séries récentes, contemporaines à celle-là, devraient comprendre. Il y a des priorités, il faut que vos personnages, il faut que vos scénarios soient pensés en conséquence. Et rien que le fait de faire ça, maintenant, ça devient satisfaisant. C'est dingue. Alors que pour moi, ça devrait être donné, quoi. Je veux dire, voilà, il y a une situation de crise, nos personnages réagissent de façon appropriée à ça. Ils font pas les cons juste pour le plaisir de faire du gaga, comme ça. C'est dingue, hein, je trouve. Hein. Et pourtant, Amphibia, She-Ra, ils comprennent pas le principe. C'est dingue, hein. C'est dingue. Hein. Donc voilà, gros chapeau, rien que pour ça, cette série. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Les enjeux concrets sont forts. Il y a très peu de temps de battement. La quasi-totalité des épisodes servent à appuyer quelque chose de façon plus ou moins efficace. Bon, c'est surtout la saison 2 qui marche le plus, mais la saison 1, ça va. Elle est sympathique. Et la saison 3, le gros problème de la saison 3, c'est que ça va trop vite, malheureusement, ce qui rend ça un peu frustrant dans la conclusion. Mais la saison 3, elle est très intéressante dans ce qu'elle veut raconter. Et ouais, je garde quelque chose de très satisfaisant de cette série dans l'épopée qu'elle veut raconter et le fait qu'elle sait bien se centrer sur ce qu'il faut en mettant en place des personnages principaux qui sont marquants. On a vraiment une héroïne centrale que j'adore, une amoureuse qu'elle se fait qui est vraiment, vraiment sympathique à découvrir, et d'autres personnages qui apparaissent, qui ont une importance notable, et qui finissent par évoluer en quelque chose de vraiment bon, quoi.
Même ceux qui méritent un peu à leur début, comme King, quoi, lui, il finit par avoir quelque chose qui le rend touchant et prenant, alors qu'au début, il est super irritant. Donc c'est un tour de force, hein. Je salue toujours hein, lorsqu'une série arrive à faire ça. Donc voilà, une série Disney efficace, solide et bien pensée, qui sait rendre justice à ses ambitions et ses enjeux. Et son seul problème, malheureusement, c'est que les dirigeants, c'est-à-dire pas les créateurs, ceux qui sont au-dessus d'eux, leur ont pas donné les moyens d'aller jusqu'au bout de leurs idées, ce qui fait que ça a été trop rushé sur la fin, et c'est franchement dommage. Mais bon, hein, on a ce qu'on a, et tel quel, c'est quand même une série qui vaut le coup, largement. Numéro 2. En dépit des petits soucis que j'ai pointés dans cette série, je trouve qu'elle est super solide. Et les problèmes viennent surtout de, je pense, l'adaptation du manga à l'animé, surtout pour les tout débuts, puisque on a rushé certains points au début, puisqu'ils étaient déjà traités dans la série de base. Le seul petit souci, c'est le ton un peu trop gaguesque durant la première partie. Mais j'ai envie de dire, ça reste très léger quand je compare au foutage de gueule qu'on a eu dans certaines séries que j'ai citées avant. Donc voilà, ça gêne un petit peu, ça reste toujours une problématique qui revient régulièrement dans mes critiques. Mais au-delà de ça, ça raconte quelque chose de vraiment prenant autour de deux personnages tragiques. Pas seulement, déjà, mais nos frères sont des personnages tragiques, d'autres personnages sont tragiques à côté. Et comment ils doivent régler un problème politique autour de ceux qui contrôlent le pays et qui essayent de fomenter quelque chose de bien sale, bien gros, quoi. Et même si Al et Ed sont ultimement pas tant que ça ceux qui règlent tout, ce qui peut être un peu gênant dans l'absolu pour les héros centraux qu'on essaie de mettre en avant, ça arrive à passer puisqu'ils sont quand même souvent au cœur de l'action et ceux qui interviennent, on arrive vraiment à les caractériser pour qu'ils soient vraiment marquants et touchants. Leur père, le roi, je sais plus quoi, je suis nul pour me souvenir des noms une fois de plus. La plupart des personnages ont beaucoup de poids dans le récit et les moments où ils brillent sont particulièrement impactants. Et ouais, s'il n'y avait pas le problème du côté rushé au début et le ton gaguesque, surtout de la première moitié. Au bout d'un moment, ça a su bien se calmer là-dessus, je trouve. S'il n'y avait pas ces petits problèmes-là, ce serait une série géniale. Ces petits problèmes-là la rabaissent un tout petit peu, mais pas au point une seule seconde d'être frustrante ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire, voilà, il y a un peu de perfectionnement qui aurait pu être fait. Et c'est ce qui fait que ça n'arrive pas tout à fait à la cheville du numéro 1. Voilà, série événement que je voulais découvrir quoi qu'il arrive. Le faire en réac avec vous, c'était sympathique. Bon, traiter une série aussi populaire, ça aide aussi pour les vues, hein, je vais pas le nier. Mais voilà, c'était sympathique de découvrir toute une histoire politique qui va assez loin dans le côté assez sombre, assez osé, et pas mal de développements qui sont assez cool. Le fait que, évidemment, l'auteur et donc ceux qui ont adapté ça aient osé se débarrasser d'autant de personnages importants, au point où peut-être à 2-3 moments, c'était peut-être un petit peu trop, quoi. Ça devenait peut-être un petit peu gavant et l'émotion qu'on est censé ressentir s'en est vu amoindrie un tout petit peu. Je peux citer des défauts dans tout ce que je regarde, hein, désolé. Au-delà de ça, il y a vraiment ces ambitions fortes, le budget qui aide à appuyer des rencontres, une photographie, de la mise en scène dantesque, vraiment dantesque. Je veux dire, je le redis, je trouve que Castlevania a des scènes de combat génialissimes en termes de chorégraphie, en termes d'échelle, de menaces. Ça fait des trucs énormes que même des films comme Le Seigneur des Anneaux n'atteignent pas exactement, quoi. C'est dingue, Le Seigneur des Anneaux, j'adore cette trilogie en partie pour son travail sur la mise en scène des combats et leur échelle. Et ben ça fait pareil niveau film cinéma alors que c'est une série, c'est énorme. C'est énorme. Et voilà le développement mental de pas mal de personnages que j'ai adorés, notamment Jon Snow. Vraiment, je trouve que c'est
plus ou moins le héros le plus central de l'histoire. C'est pas forcément... ça dépend un petit peu des arcs concrets. J'ai vraiment adoré son chemin moral et psychologique à travers tous les trucs qui lui tombent dessus, quoi. Et il y a quelque chose de vraiment bon dans la psychologie des personnages, hein, j'en cite un, mais je pourrais en citer des tas d'autres. C'est vraiment bon, ça. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, et même si les 2 dernières saisons sont un petit peu en deçà du total, j'estime que elles sont pas aussi mal fichues, aussi cassantes que certains le disent, de mon point de vue. Il y a des problèmes dans la saison 7, c'est clair et net. Je vais pas nier une seule seconde. Je vais pas dire une seule seconde que je comprends pas d'où les gens ont un problème, parce que j'en ai aussi. Mais ça part vers suffisamment de scènes, de moments, d'idées qui me plaisent pour pas que je sois déçu trop par cette fin. Même si, ouais, ça aurait pu être mieux, c'est sûr. Mais bon. Apparemment, l'auteur ne sait toujours pas comment faire mieux, puisqu'il n'y a toujours pas eu la fin qui est sortie en livre. Donc, hein, c'est apparemment pas simple de faire une conclusion à ça. Et les auteurs de la série, eh ben, ils se sont mordus les dents là-dessus. Enfin bon, c'était le topo des 15 séries que j'ai regardées en réac. Si vous voulez plus de détails, il y a toujours évidemment la liste très longue des réacs épisode par épisode, ou le bilan qui a été fait pour chacune de ces séries, si vous voulez une idée. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. Et voilà, c'était juste une vidéo un peu peinard, pour pas faire trop de montage, pour juste me raviver un petit peu le souvenir de ce que j'ai suivi durant ces nombreuses années. Et je pense que je vais en voir moins que ça par la suite. Je vais vraiment ralentir le tour après ça. Mais j'espère que cette petite réminiscence vous aura plu. Et rassurez-vous, je pense quand même continuer à en faire des réacs, des séries en réac. Il y en aura juste un petit peu moins. Mais on verra quand on y sera. J'ai déjà une petite idée de qui pourrait faire la suite après avoir traité les films Scooby-Doo. Mais on verra bien ça. À bientôt pour de futures vidéos. Bye!